Club, nous revoilà pour un deuxième épisode avec Kevin. Si vous n'avez pas entendu l'épisode d'avant, n'hésitez pas à aller l'entendre parce qu'il est vraiment très intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. On a beaucoup discuté à la base sur les clichés, les erreurs qu'on peut faire, mais on a abordé 2-3 autres sujets que je trouvais très intéressants et en tout cas, moi, qui m'ont motivée. Donc, je vous invite à le faire. Comme d'habitude, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous pour rien louper. Mettez des petites étoiles parce qu'on dit qu'il faut mettre des petites étoiles et c'est super. Et comme je dis toujours, si vous en mettez 5, c'est génial, mais je préfère que vous soyez très honnête et que vous me disiez écoute, j'en ai mis que 2 parce que t'as dit n'importe quoi ou je sais pas. Le but est d'avoir des commentaires constructifs pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Je veux que les gens soient transparents autant que je suis avec vous. Voilà! Du coup, Kevin, pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode d'avant, est-ce que tu peux te représenter ? Bien sûr. Je suis coach sportif, préparateur physique. Comme j'ai mentionné, je suis également formateur. Je forme des professionnels du sport et de la santé également aujourd'hui. Podcasteur, youtubeur, instagrammeur, tout ce qui va avec. Purée. Voilà. J'avais dit que tu m'impressionnes. J'ai dit avant, hors micro, en fait, j'étais un peu stressée. Je crois que c'est la première fois que j'étais un peu stressée de recevoir quelqu'un. Mais j'étais stressée de manière générale avec les autres aussi, parce que j'ai envie de bien faire et puis je sors de ma zone de confort. Mais là, j'étais là. Bon, alors, va falloir être professionnel et tout ça. Hein. Bah ouais, j'ai dit, t'as quand même beaucoup de notoriété. Notoriété, j'arrive plus à le dire. C'est gentil, mais tu vois, j'ai commencé... toi, avec une idée, un micro, enfin, moins bien que toi, là, c'est super pro. En fait, moi, ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est un écart avec ça. Vas-y. Mais en fait, moi, à l'époque, on parlait des États-Unis. Je vivais là-bas et puis j'ai commencé à partager en anglais. Donc, pendant des années, j'ai que partagé mon contenu en anglais. Ah, ok. Et en fait, j'écoutais des podcasts depuis longtemps. Ouais. Et je me suis dit, j'ai trop envie de partager ma science également et de faire un podcast. Mais pour moi, le podcast, c'était un truc de ouf. C'était pas comme ça l'est maintenant, tu vois. C'est vraiment démocratisé. Ouais. Et du coup, je me suis dit, c'est impossible, etc. Et un jour, il y a un Américain, un jeune gars comme moi, qui m'a dit, j'aimerais bien t'avoir sur mon podcast. Il avait eu des grands noms de l'industrie également aux États-Unis, qui est une industrie beaucoup plus poussée. Ouais. Et il m'a dit, je kiffe ce que tu fais, je te suis, etc. Et j'ai vu les noms qu'il avait sur son podcast. J'ai dit, le gars, il s'intéresse à ce que je fais. J'étais flatté. Trop bien. Et on a fait le podcast. J'ai vu, c'était un gars comme moi, en fait, dans sa chambre, qui avait pris un micro. Ah ouais. Et en fait, ça m'a fait un déclic dans ma tête. Et je me suis dit, mais si un gars comme moi peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Ouais. Tu vois, tout ça pour dire qu'on ne sait jamais qui on va inspirer. Donc, il m'a fallu cette expérience-là pour qu'il y ait un gars avec qui j'ai une certaine connexion, de par le fait qu'on se ressemble, qu'on parle de la même façon, etc. Ouais. Et ce qui m'a boosté à, moi, entamer cette aventure. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai ce devoir, quelque part, de partager constamment, parce que je sais que je peux inspirer des gens. Comme moi, j'ai été inspiré par cette personne à ce moment-là. Ouais. Et c'est pour ça que quand tu m'as dit, je veux lancer ce truc, je dis... Moi, je me suis dit, c'est sûr, il va pas me dire oui. En fait, je donne de la force à tout le monde. Mais c'était... Ouais. Même beaucoup de gens qui commencent le podcast, même parfois des élèves ou des gens qui n'ont vraiment pas de following dans l'industrie, ils me disent, je peux faire un podcast avec toi? Et je dis, let's go. Je préfère donner de la force à quelqu'un qui entame cette nouvelle aventure que de le faire juste pour, par profit. Tu vas profiter de la connexion de l'autre parce qu'il a un peu de following, il va profiter de la mienne, etc. Et moi, je trouve pas ça intéressant parce que je suis pas là pour ça, j'ai jamais fonctionné de cette façon-là. Ouais. Donc voilà. Moi, ça, ce qu'on parlait, c'est très américain aussi. Ouais. On part un peu du sujet, mais c'est pas grave. C'est très américain aussi de s'entraider. Et je trouve, on parlait un peu de la Suisse et du fait que toi et moi, on avait voyagé et puis qu'on avait un petit peu plus de peine des fois avec la Suisse parce que c'est pas autant que ce qu'on a pu voir dans d'autres pays. Et il y a cette entraide, tu vois, dans les autres pays aussi, où c'est, tu veux faire un truc nouveau, mais vas-y, let's go. Tandis que je trouve des fois ici, c'est un peu plus, tu vas faire ça, mais du coup, à côté, ou comment, ou t'es légitime, tu vois. On n'a pas cet état d'esprit entrepreneurial, déjà. On n'a pas une bonne relation avec la prise de risque. Ouais, c'est ça, ouais. Et malheureusement, les Américains, c'est une toute autre mentalité. Après, on n'a pas eu d'exemple, c'est ça qui fait que c'est compliqué. C'est vrai. Souvent, les exemples partent justement dans d'autres pays, puis personne reste. Mais après, on a des gens comme toi qui restent ici et qui nous inspirent. Donc, vraiment, merci d'être venu parce que t'es très sympa. Et non, mais tu sais, des fois, on dirait les gens qui ont beaucoup de followers et puis qui ont beaucoup de notoriété, ils sont un peu plus inaccessibles. Mais vraiment, j'apprécie énormément. Moi, je suis devant les caméras comme dans la vraie vie. Ouais, c'est vrai. Je change pas, moi. Ouais, non, c'est vrai. Le discours, l'authenticité, pour moi, il n'y a que ça de vrai aujourd'hui. Sinon, il y a quoi? Il nous reste quoi? C'est vrai. Mais c'est une des valeurs de mon podcast, c'est de me dire,
je poste ou je fais, même si je me suis plantée, même si je me trouve pas ok, moi qui suis très perfectionniste, je m'oblige à faire ça. Parce que je veux que ça soit comme ça et je veux grandir et me dire, les gens, ils peuvent juger ou ils peuvent... Et les gens vont t'apprécier qui tu es. Ouais, je me suis dit, c'est ça, c'est soit ils m'aiment, soit ils aiment pas, puis il y a d'autres podcasts, il y a plein d'autres choses, et puis tant mieux, quoi. Exact. Donc voilà. Mais on va parler un peu de sport quand même. Oui, quand même. Quand même, parce qu'on va pas à la salle pour pas parler de ça. Moi, j'avais des questions. Donc, les sujets que j'aimerais aborder avec toi dans cet épisode, c'est le surentraînement, les blessures et l'importance du repos. Okay. Je me retrouve beaucoup dans ces trois topics. Le premier, c'est quand on parle de surentraînement, je trouve que des fois, tu vas te dire « Ok, je suis trop motivée ». Donc, ta tête, elle est surmotivée à pouvoir aller faire beaucoup d'entraînement. Mais ton physique, à l'instant T, il peut peut-être pas avoir les objectifs que tu as envie d'avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, tu n'es peut-être pas prête à directement te taper un marathon ou quoi que ce soit. Et est-ce que des fois, on va pas se surentraîner en pensant qu'on est un warrior et ça peut, après, avoir des effets négatifs ou des conséquences négatives ? Le surentraînement, de manière générale, c'est un terme qui est un peu utilisé souvent à tout va ou qui n'est pas utilisé de manière juste, dans le sens où c'est très rare d'être en surentraînement. Qu'est-ce que pour toi, c'est si on parle vraiment de surentraînement, du coup, c'est je pense que si tu me permets, j'irai plus dans la direction dans laquelle t'es parti, dans le sens où t'es très motivé, t'en fais trop. C'est possible que sur le court terme, tu ailles au-delà de tes capacités. C'est-à-dire que post-entraînement, tu dis j'en ai trop fait. On en revient à ce qu'on disait durant la partie 1. J'ai trop de courbatures, ou je commence à avoir mal parce que j'ai jamais couru et puis là je suis motivé et je suis parti faire un 10 km et là j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, etc. Donc ce n'est pas ce qu'on catégoriserait comme surentraînement, mais plutôt simplement comme le fait d'avoir dépassé ses capacités à l'instant T. Maintenant, de manière générale, je dirais que c'est très dur de se surentraîner. Il faudrait être vraiment quelqu'un de régulier, quelqu'un qui fait le tout de la meilleure des façons, si on veut, et qui a une personnalité très addictive au niveau de l'entraînement. Mais souvent, pour la plupart des gens, c'est comme je l'ai dit, on ne juge pas bien ses capacités actuelles, et souvent c'est de la sous-récupération. Tu vois. Donc déjà, il y a ces deux aspects-là à manipuler. Sur-récupération ? Sous-récupération. Tu vois, au lieu de viser plutôt le surentraînement, c'est de la sous-récupération, dans le sens où on dort pas bien, on mange pas bien, etc. Tu vois, on dort pas assez plutôt. Du coup, même le minimum qu'on fait à la salle ne nous permet pas d'aller dans la direction dans laquelle on veut aller, parce qu'il y a des autres facteurs externes qui, eux, n'ont pas été manipulés et qui sont pourtant les plus importants pour qu'on ait des résultats. Tu vois, aujourd'hui, tu vas à la salle, c'est que le signal qui te permet d'enclencher le processus, mais après, il y a toutes les autres variables qu'il faut maîtriser pour que ce processus se mette en place de la meilleure des façons. Que ce soit dans de bonnes conditions. On parlait de ça dans l'épisode d'avant avec Sébastien, qui lui est spécialisé dans le bain froid. Et puis des fois, comment il avait fait toute une métaphore par rapport à des fois tu envie d'aller dans une direction, mais le courant il est pas porteur pour que tu ailles dans cette direction-là. Pour que tu ailles dans cette direction, il faut que tu aies le bon courant, il faut que tu aies de l'air dans les voiles, et des fois comme tu dis, d'aller au fitness c'est chouette, d'aller à la salle, mais peut-être la nutrition ça joue pas, le sommeil ça joue pas. C'est ça. Il faut prendre en compte. J'aime bien cette métaphore-là. Elle est dans un extrait sur l'Instagram Le Boost Club. Il y a, on a fait un petit reel avec ça, je trouvais hyper bon. Non, c'est intéressant, et puis c'est pour dire qu'au final, ce que je cherche à dire depuis le début, tout est très complexe parce que il y a plusieurs variables à prendre en considération. C'est pas un dilemme simple où t'as qu'une variable à considérer, donc t'as toutes les autres variables et il faut qu'il y ait une certaine harmonie. Maintenant, un truc qui est important à considérer, c'est ce qu'on appelle la charge allostatique, c'est-à-dire le stress que l'on va placer sur son corps. Et le stress qu'on va placer sur son corps, ce n'est pas que le stress de l'entraînement, c'est le stress général, tu vois. Le stress aujourd'hui, c'est pour le corps humain, c'est une question de perception. À l'époque, si on se base sur la théorie de l'évolution, t'étais stressé, c'est-à-dire que tu sécrétais ces hormones liées au stress qui vont créer des réactions chimiques dans ton corps. Une cascade de réactions chimiques qui ne sont pas forcément positives si elles durent sur le long terme. Mais par le passé, tu faisais chasser par un lion, le lion il est parti, tu as réussi à fuir, tu as chassé le lion, c'est fini. Tu vois. Donc on faisait face à des stress qui étaient aigus. Ça vient, ça part, ça continue. Okay. Mais aujourd'hui, on a des stress qui sont chroniques, c'est-à-dire que le lion, en fait, il est là constamment. Parce que le lion, c'est le stress avec ton patron, ce sont les factures, les embrouilles à la maison avec ton partenaire, ta partenaire. Et en fait, tout ça, c'est du stress. Ton corps ne sait pas créer de différence avec tout ça. Ce qui veut dire que si tu viens à la salle et tu vas rajouter encore plus de stress
avec l'idée de hey, tu sais quoi, je vais me défouler, je vais me tuer à la salle parce que dans ma vie perso ça va pas. Et ben en fait tu viens rajouter encore juste plus de stress qui va te ramener, qui va creuser un trou encore plus profond. Alors que moi c'est un truc qui est important que j'analyse bien entendu avec mes clients. On prend tous ces facteurs en considération. Et à partir de là, je me dis, hey, je sais que tu as envie de te buter à la salle. Je sais que tu as envie d'avoir des résultats rapides et qu'on t'a dit qu'il fallait faire du hit et qu'il fallait te tuer à la salle et vomir. Et non, on va utiliser une approche qui est complètement différente en fait. On va se dire, hey, non, moi je vais pas rajouter plus de stress. Je vais utiliser un truc qui va au contraire essayer de ramener tes niveaux de stress plus bas. Et ça, c'est un truc à considérer éventuellement qu'on pourrait mettre dans cette catégorie conceptuelle du surentraînement. Ok. Comme du coup d'aller trop à la salle, enfin ce que tu dis des fois. Pas trop, tu vois, mais au lieu d'aller à la salle et tu te dis je vais faire des intervalles sur le vélo, et là je vais aller tranquillement, je vais faire un muscu avec un tempo contrôlé, etc. Et là c'est peut-être plus ce dont j'aurais besoin à l'heure actuelle. Et finir avec un peu de travail de respiration où je relaxe, tu vois. Parce que hey, c'est le moment, c'est un des outils que j'ai pour lutter avec les autres facteurs stressants que j'ai dans ma vie. Alors je suis conscient que parfois tu as envie de te buter, c'est ok, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Si tu es dans cette situation, bien entendu. Maintenant, si tout va bien, tu maîtrises toutes les autres variables, hey, vas-y, bute-toi à la salle, et après tu récupères, et voilà. Tu as aussi tous les bons facteurs et tous les signaux verts autour de toi pour bien récupérer aussi. C'est ça, en fait. Parce que après, tu peux te blesser. Enfin, j'allais en venir du coup là-dessus. Et c'est quoi les erreurs tes transitions, Julie? Hey je crois que je m'en sors pas trop mal quand même dans tout ça. J'apprends, mais je crois que je m'en sors pas trop mal. Les erreurs les plus fréquentes qu'on peut avoir, justement, si tu t'entraînes trop, et les blessures. C'est quoi les premières blessures qui peuvent venir si tu t'entraînes mal ou si tu t'entraînes trop mal? On va essayer de définir un peu le tout. De manière générale, ce que tu vas retrouver, j'ai d'entraînement global, c'est-à-dire les gens qui vont partir courir également et les entraînements en salle de muscu, on va essayer de préciser un peu plus l'aspect muscu dans un instant. Mais de manière générale, c'est que les gens veulent faire trop vite, trop tôt, si tu veux. Je reprends l'exemple de la personne qui est super motivée, qui a jamais couru, qui a vu un film, qui a entendu un truc, qui a entendu une personne, une collègue qui a perdu des kilos. Allez, je vais courir 10 km. Ou le 1er janvier, comme tout le monde a envie. Le 1er janvier, les résolutions de nouvelle année. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu as toute la motivation du monde, tu pars faire tes 10 km, mais ton corps n'a jamais fait face à ce stress-là. Tes articulations n'ont jamais fait face à ce stress-là. Ce qui fait que, éventuellement, tu vas te blesser juste parce que tu t'es laissé emporter par cet élan de motivation. Donc, ça, ce sont les blessures qui arrivent à cause d'un volume qui est trop conséquent au début. Il y a une règle d'or avec le corps humain, c'est que tu dois faire les choses progressivement. On appelle ce principe le principe de la surcharge progressive. Ton corps peut quasiment s'adapter à tout, j'ai envie de dire, à condition que tu fasses les choses progressivement. Tu vois. Et ça, c'est un truc vraiment important à maîtriser dans son programme d'entraînement. Donc les gens pensent qu'ils peuvent... peut-être que tu as la capacité... disons cardiovasculaire de courir 10 km, mais en fait tes tendons, tes ligaments, etc., ils n'ont jamais été exposés à ce 10 km. Ton corps. En fait, tu dois l'habituer. Donc tu pars sur 1 km, 2 km, 3 km, etc. Et tu dois respecter qu'une seule règle, c'est de faire les choses progressivement. Maintenant, le deuxième aspect en salle de musculation principalement, j'en reviens à ce que je disais dans la partie 1, c'est qu'il n'y a pas d'exercice obligatoire. Quand tu fais un exercice, ça va te mettre dans des positions données qui sont dictées par les règles de l'exercice. Tu fais un squat, le squat, tu dois placer la barre sur ton dos et tu vas descendre d'une certaine façon. Mais on n'a pas tous la mobilité articulaire, les dispositions articulaires, si on veut, pour se mettre dans ces positions-là. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de donner la même recette à tout le monde. Tu vois, et au final, peut-être que tu n'as pas les genoux pour te mettre dans cette position-là, les hanches pour te mettre dans cette position-là, ce qui va créer des compensations, ce qui va surcharger ces articulations, et au final, tu vas te blesser. Donc, j'en reviens à cette idée de ne pas se limiter à des exercices qui sont dits obligatoires et de se dire hey, moi cet exercice il me convient pas trop, de un parce que j'ai été évalué par un professionnel comme moi j'offre ce genre de prestations bien entendu, mais toi-même tu peux le sentir, quand je fais ce truc là je sens il y a mon genou, on change d'exercice. Et puis il faut quand même faire la partie dans, tu sais, des fois tu dis j'ai un peu de démotivation, genre non je crois que c'est pas très ok comme ça. Comment savoir ta personnalité, Julie? Non, oh là là, cet exercice, celui-là aussi. Est-ce qu'on parle de la maison planche? Allez, on va à la maison parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est ok aujourd'hui. Typiquement la planche, tu vois, genre, je suis là. Non, mais je crois que j'ai trop mal au coude pour faire la planche. Je crois que ça marche. C'est vrai. J'ai essayé les coussins, non mais les coussins, ça irrite la peau aussi. Et puis, bon, assis sur le canapé, c'est mieux. C'est mieux. Comme ça. Voilà, exact. Mais tu vois, typiquement, pendant mon exemple, là, je suis là.
je me trouve des fausses excuses un peu, tu vois. Ça, non, faut aussi ça, c'est un combat avec toi-même. Ça sort de mon domaine de compétences. Ouais, non, oui, bien entendu, il faut savoir... Alors c'est là, encore une fois, tu as utilisé le mot mal et c'est un truc sur lequel je suis revenu durant la première partie. Ouais. On l'utilise un peu à tout va. Tu vois, j'ai mal dans le sens, c'est un peu inconfortable, tu vois, genre j'ai ma peau, mes os touchent. Voilà, on peut trouver une solution. Ok, je mets un tapis, je le fais pas au sol. Je mets un tapis. Voilà. Mais si c'est mal, vraiment le positionnement qui crée des douleurs aiguës que tu vas ressentir dans des ondulations bien précises, ou alors post-exercice, là, dans ce cas-là, change d'exercice. Ça sert à rien de forcer. Donc, ça, c'est vraiment un truc important à garder en tête. Tous les exercices ne sont pas adaptés à tous les individus. Donc, à nous de manipuler ces derniers et de trouver ce qui nous correspond. Ouais. Et il y a 1001 variantes. Tu vois, je donne un squat, mais les gens, tu vois, quand tu penses squat, les gens pensent soit un squat au poids du corps, soit avec la barre dans le dos. Ouais. Mais il y a 1001 façons de faire un squat. Tu as un squat sur... imagine que tu ne puisses pas descendre tout en bas parce que tu es limité. Ouais. Tu vas t'asseoir sur un banc. Okay. Et tu vas monter, donc tu as un demi-squat, tu as un squat avec la barre devant, tu as un squat avec le kettlebell ici, tu vois, tu as un squat où tu peux te débarrasser de certaines compensations en surélevant tes talons, tu vois. Et en fait, il y a plusieurs façons de travailler autour de tes limitations éventuellement avec un même exercice. Donc pas d'excuses. Donc pas d'excuses. Donc pas d'excuses, il y a des solutions. C'est ça, il y a que des solutions, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions, il faut juste être conscient de cet aspect-là. Ok. Et du coup, si maintenant, t'as vraiment... On va prendre mon exemple. J'ai mal là à l'épaule, tu vois, et j'ai mal à la... un peu au psoas et tout ça. Et je sais pas, est-ce que je dois continuer à aller m'entraîner parce que j'ai envie... c'est pas par obligation, mais j'ai vraiment envie d'aller m'entraîner au fitness et de faire des exercices qu'on m'a donnés, et même à la danse ou tous les sports que je peux faire. Est-ce que je dois le faire ou est-ce que je dois prendre du temps pour me reposer, tu vois, la balance de ça. Qu'est-ce que tu conseilles toi à tes clients en général? Alors moi je vais utiliser une métaphore qu'un de mes amis Abdul, shout-out à mon gars Abdul, qui a utilisé une fois et je trouve très, très pertinent. Il dit le corps c'est un peu comme une entreprise. Et chaque articulation est l'équivalent d'un employé. Ouais. C'est pas parce qu'un employé vient pas au travail que l'entreprise s'arrête de tourner. C'est exactement, c'est la même chose. Donc tu vas faire la planche, ok? Tu vas faire cette putain de planche. Non, je rigole. Donc la règle est très simple de manière générale. Le repos, c'est vraiment la pire des solutions, le pire des remèdes qu'on nous a prescrits jusqu'à maintenant. Le repos, ça n'aide pas. Alors, souvent les gens disent « Ah, je me suis reposé et ça va mieux ». Mais ça va mieux simplement parce que tu as arrêté de faire un truc. Okay? Et ce qui se passe souvent, c'est que quand les gens reviennent à l'activité, ils se font mal au même endroit ou ils ont directement mal au même endroit. Donc, une rééducation à succès, c'est quand tu peux revenir faire les choses que tu faisais et que tu n'as plus aucune douleur. Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, tu dois approcher tout de la manière suivante. Dans un premier temps, tu vas aller à la salle, mais tu vas faire tout ce qui n'aggrave pas la situation. Donc, tout ce qui ne fait pas mal, en gros. Il y a des exercices qui vont être plus opportuns dans cette situation. Donc, imaginons, je sais pas, des exercices où tu fais, par exemple, des exercices où tu pousses. Par exemple, un développé couché ou une pompe, etc. Imaginons... que cet angle-là te fasse mal. Peut-être que tu adaptes un peu la position, tu changes un peu l'angle de tes coudes, et là, ça te fait plus mal. Au lieu de descendre tout en bas, tu descends que la demi-répétition. Il y a plein de trucs à faire. Ou alors, imaginons que tous les exercices où tu pousses, ça te fait mal à l'épaule, tu vas t'attarder sur les exercices où tu tires. Il y a toujours un truc à faire. Là, c'est vrai que c'est très... je peux pas donner de règles générales, parce que ça va vraiment dépendre de l'individu et de l'évaluation faite au préalable. Mais ça, c'est le truc à faire. Ensuite, en parallèle de ça, ce que tu dois faire, c'est faire du travail spécifique pour ton articulation qui fait mal. Parce que le repos, c'est pas ce qui va te guérir. Il faut envoyer un signal. De la même façon que tu dois l'envoyer pour construire plus de muscles, et bien là, tu dois envoyer un signal pour créer du meilleur tissu. Peu importe de quel tissu on parle. Qu'on parle de tendons, qu'on parle de ligaments, qu'on parle de muscles. La force, c'est le langage de notre corps. Et tu dois envoyer une certaine quantité de force pour dire à ton corps, hey, tu vois là, ce truc-là qui me fait mal, qui est endommagé, eh bien, j'ai envie que tu crées du meilleur tissu. Et tu dois le faire, encore une fois, en respectant la règle d'or que j'ai mentionnée, qui est la règle de la surcharge progressive. Le truc, ce qui se passe, c'est que quand tu as une blessure, avant, c'était ta base de référence. Et en fait, ce qui va se passer, c'est suite à la blessure, ta base de référence, elle est là. Ce qui veut dire que la charge, la quantité de force que tu arrivais à tolérer là, tu peux plus le faire, donc ça te fait mal. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est simplement trouver la tolérance de ce nouveau tissu endommagé, ça a du sens. Et petit à petit, tu vas flirter avec ça et tu vas améliorer le tout. Et en envoyant un signal de force, c'est littéralement ce que tu fais. Tu dis à ton corps, crée du meilleur tissu. Littéralement.
Et tu vois, aujourd'hui, moi, je suis vraiment... c'est ce qui a fait mon succès sur sur les plateformes et la population athlétique avec qui je travaille et la population générale. Beaucoup de gens viennent me voir parce que je me suis formé sur le domaine articulaire et que j'ai vraiment poussé mes connaissances là-dessus à un niveau où j'ai pu aider énormément de personnes. Et les gens viennent me voir aujourd'hui. À la base, on venait me voir pour ça. On me connaît surtout pour le côté développement articulaire, mobilité, etc. Douleur liée à ça. Tu vois, 40% des élèves de mes formations de professionnels de la santé sont des physiothérapeutes. Ah. Physio, ostéo, etc. Ok. Ouais, tu vois, pour te dire. Donc, on fait le même métier fondamentalement. La différence, c'est que normalement. Toi, tu fais la planche et pas eux. Ils font la planche aussi. Mais si tu veux, le coach fitness classique, il va te prendre quand tu es à ta base de référence là et il va apprendre à utiliser la bonne intensité pour cette base de référence. Alors que le physio, eh bien, il doit juste adapter l'intensité pour que ça soit plus bas que. Voilà, pour que tu puisses créer cette surcharge progressive. Okay. Mais donc c'est vraiment ces deux avenues là. Il faut continuer à faire ce que tu peux faire et en parallèle, il faut faire du travail spécifique sur l'articulation qui est problématique. Le repos, c'est vraiment pas la solution. Ok. Bah, c'est vrai que là, je pense à un autre problème que ce que j'avais, mais à la base, j'avais une inflammation chronique du sous-épineux. Voilà. Et du coup, la première chose que mon physio il m'a dit, qui est spécialiste dans le sport, il m'a dit mais en fait il faut que tu fasses des pompes. Il m'a donné plein d'exercices de musculation. Puis dans ma tête ça a vraiment fait j'ai mal, du coup je dois charger et me muscler. Puis il était oui. Et en fait c'est comme ça que c'est passé. Alors que pendant 1 an personne comprenait ce que j'avais. Puis j'ai des gens qui me disaient juste oui repose, mets de la crème, voilà. Puis en fait c'est vrai que c'est comme ça que ça a marché. Tous les traitements passifs donnent des résultats passifs. C'est-à-dire que si tu mets que la crème, très bonne tu fais phrase, que le massage, etc. Eh bien, c'est ça. Tu dois amener cette composante active pour créer du meilleur truc, du meilleur tissu. De la même façon, je donne toujours cet exemple à mes clients. Si je venais à masser ton biceps, comme ça, tu vois, ton biceps ne va jamais grandir. Okay, pourquoi tu dois appliquer un signal de force. Là, le corps ressent ce signal de force et avec le temps, et avec ce principe de surcharge progressive, tu vas créer plus de biceps. C'est exactement la même chose pour ton tendon, ton ligament. Les mêmes règles s'appliquent en fait. C'est juste que tu dois trouver juste le bon dosage. C'est tout. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un physio qui a fait ma formation qui était affiché là. Ah ouais, c'est ça. Yves, ouais. Ah bah voilà. Yves. Hey, salut Yves. Voilà, Yves. Voilà, j'ai quelqu'un pour toi. Ah bah ouais. En plus, j'ai la petite tradition à la fin normalement, mais qui est-ce que t'aimerais voir à la place où tu es maintenant? Donc on va appeler Yves. Yves, viens le dire coucou, ça serait super. Voilà, il a fait en formation et je pense qu'il pourrait t'aider actuellement. Donc ouais, moi j'avais tout ça justement, les conseils pour une meilleure récupération et pas se blesser. Si tu devais donner 2-3 conseils de base un petit peu que tu donnes. Comment bien récupérer quand on parlait avant de... Bien récupérer, il faut s'attarder sur la base de la pyramide. Tu vois, aujourd'hui les gens essaient de s'attarder sur des trucs qui sont futiles selon moi ou qui ne devraient pas être placés en priorité. Les pilules, les trucs, etc. Alors qu'en vrai, c'est la base, c'est est-ce qu'on arrive à dormir correctement? Tu vois, il faut accumuler certaines heures de sommeil. 7 à 9 heures de manière générale, c'est la règle d'or qu'on essaie d'utiliser. Et c'est 7 à 9. Ah. Ouais. Bon, je suis à 7, ça va. Ça va. Je suis à moins 4 avec l'enfant. Ah ouais, c'est clair. Moi, je suis à moins 7, moi, perso. Mais du coup, voilà, le sommeil, l'alimentation. Ouais. De manière générale, pour l'alimentation, je dirais une consommation de protéines qui est adéquate. La plupart des gens n'ont pas ça. Et bien entendu, ça va influencer leurs résultats en salle de sport parce que si tu veux, c'est les outils qu'on utilise pour construire plus de tissus. Donc on a besoin, ça va main dans la main, ça sert à rien de simplement aller à la salle et négliger ça. Pour moi, ça c'est vraiment la base de la pyramide. Donc pour éviter les blessures, gérer son volume d'entraînement et je dirais vraiment investir dans le fait de créer une structure d'entraînement. Si tu peux le faire parce que en investissant dans un professionnel, tant mieux. Si tu ne peux pas et que tu as essayé de te renseigner à gauche, à droite, essaie de te poser vraiment et de créer une structure d'entraînement. Et de dire, OK, exemple, j'ai 3 jours à la salle de sport, lundi, mercredi, vendredi. J'écris sur mon portable, exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. De manière générale, je partis sur 6 exercices. OK. Pareil pour mercredi, pareil pour vendredi. Et je vais faire cet entraînement sur 3 à 4 semaines. Et d'une semaine à l'autre, semaine 1 à la semaine 2, je vais chercher à rajouter une série en plus sur chaque exercice. Tu vois, semaine 2 à la semaine 3, je vais chercher à rajouter 5% de plus de poids. Mais avec les mêmes exercices.
Et pam, après, on recrée une structure d'entraînement, tu vois. Truc simple. Okay. Et ça, je pense que si les gens prenaient le temps de vraiment se poser sur leur portable... De bien planifier. Simple, ouais, ça sert à rien de rendre le truc compliqué. Gardez le truc simple. Je sais qu'il y a plein de discours et ça peut paraître compliqué même moi quand on m'entend parler, mais simple, efficace, comme je viens de le dire, on peut pas, on aura fait 80% du boulot. Avant on parlait que c'était bien, par exemple, où moi je me suis retrouvée à dire faire un petit peu tous les jours, vaut mieux que de faire n'importe comment 2-3 fois, mais si par exemple tu peux faire que lundi, mardi, mercrredi des entraînements, mais après tu fais plus rien pendant le reste, puis après tu reprends, est-ce que ça va ou ça n'a pas une good balance, tu vois? Non, ça va très bien. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de règle absolue, ça va dépendre de plein de trucs, mais 3 entraînements par semaine, c'est très bien. Je dirais que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on aimerait stimuler les mêmes muscles au moins 2 fois par semaine. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. 2 fois par semaine, si tu fais ça, c'est top. Donc si tu as un focus, moi je dois me muscler plus les ischios et tout ça, c'est-à-dire que 2 fois par semaine, je dois focus là-dessus. Pour le reste, je fais d'autres choses. 2-3 fois par semaine, c'est top. Ok. En tout cas, 2 fois, c'est le minimum que tu aimerais garder dans ta tête. Ok. Et ça, vraiment, on est bien. 3 fois, je suis vraiment content. Kevin sera content, d'accord. Voilà, Kevin sera content. Après, il y a 1000 façons d'organiser ton entraînement, tu vois. Tu peux faire, imaginons lundi, mercredi, vendredi, tu peux faire 3 séances où tu vises le corps en entier. Ouais. Ou alors tu peux faire une séance où c'est plutôt bas du corps, une autre séance un peu haut du corps, et la 3e séance, c'est le corps en entier. Ok. Donc, ça, c'est des trucs avec lesquels tu peux jouer. C'est ce qui va ramener du dynamisme également dans ta séance. Ce qui fait que, c'est pas le même entraînement pendant 6 mois, une année, j'en ai marre, je vais plus faire ça. Ça, c'est vraiment la clé. Il y a toujours un dynamisme. Donc, le fait de changer les exercices, le fait de changer ce qu'on appelle le split d'entraînement, c'est ce qu'on appelle un split d'entraînement. Et là, je me dis, là, je vais faire plutôt bas du corps, haut du corps, full body. Ou alors full body, full body, full body. Moi, j'ai une règle d'or, je vais la donner ici. Chaque 3 mois, vous changez le split d'entraînement. Ok. Mais chaque mois, tu changes la sélection d'exercices légèrement. Et donc, c'est quoi le split d'entraînement? Le split, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Soit tu fais que bas du corps, haut du corps, ou haut du corps. Et tu maintiens cette structure pendant 3 mois. Tu vois, donc imaginons que tu partes sur full body, full body, full body. Ok, d'accord, 3 mois, tu fais que full body, full body. Mais ces 3 mois, mois 1, c'est un type d'entraînement, mois 2. Voilà, et puis tu varies encore de temps. Et après, 4e mois, tu vas faire bas du corps, haut du corps et full body. Et de cette façon-là, après, voilà, encore une fois, si tu veux te décharger de cette charge mentale, tu prends un programme de quelqu'un, etc. Peut-être que c'est... Oui, même des fois les programmes de quelqu'un, typiquement, mais moi, quand j'ai été juste chez une personne, c'est dans un cadre d'un fitness qui a plusieurs fitness, tu vois, il m'a pas dit ça, il m'a donné un exercice, puis c'est genre, vous avez le droit de revenir pour un advice, genre, tous les 6 mois. Donc moi, dans ma tête, là, pendant 6 mois, j'allais faire les mêmes 6 exercices, quoi. Ouais, tu vois, moi j'ai envie de dire, vu que moi, j'apprécie bien entendu la science de notre métier, je pense que c'est intéressant de consulter même. Tu vois, juste faire une consultation avec un professionnel que tu apprécies et dire on peut se poser sur ma programmation et tu me dis tous les variables, on part sur ça. Et même si c'est que tous les 2-3 mois, tu vois, c'est un investissement qui vaut la peine. Les gens, ils peuvent venir vers toi, par exemple, et puis dire, écoute, moi, là, juste en consultation, juste ça, t'es pas vexé après, puis non, viens pas, tu viens une fois, je suis ton coup d'un soir du fitness, ça va pas ou quoi? Ça va pas. Non, mais je pense que c'est des gens... Je suis pas un fitnessman facile, ok? Je suis pas... Non, je rigole, bien sûr, oui, non, je... Non, mais je pense qu'il y a des gens qui osent pas... Enfin, moi, tu vois, par éthique et par politesse, je pense que jamais j'aurais osé venir vers toi puis dire, est-ce que je peux juste te montrer un peu ce que je fais, puis genre je fais juste une fois, puis voilà. Non, moi j'ai ouvert 5 heures dans la semaine, 4 ou 5 heures, je me rappelle plus, dans la semaine de consultation, soit en ligne, soit en face à face, justement pour les gens qui veulent venir. Et puis des fois on parle, les gens qui veulent j'ai ça, ce programme, trop bien. Les 30 premières minutes, c'est vraiment de la récolte d'informations. Et après on se penche et on essaie de faire ça. Et voilà, moi je fais énormément ça, justement. Trop bien. Donc j'ai que quelques heures dans la semaine, mais encore une fois, moi ou quelqu'un d'autre, un autre professionnel que vous estimez compétent, moi je pense que c'est un bon investissement. Tu vois, de la même façon que moi aujourd'hui, je sais pas, il y a une procédure légale, je vais appeler mon avocate et je dis est-ce que je peux avoir une consultation avec toi? Et tu me diriges, je dois aller où, etc. Elle me dit tu fais ça. C'est exactement la même façon. C'est un investissement sur le fait qu'après tu veux pas te tromper pendant 6 mois à faire n'importe quoi et te blesser du coup. C'est un bon retour sur investissement au final. Et puis qu'est-ce que tu conseilles, si tu peux, dépend encore une fois de chacun parce qu'on est tous différents, donc ce qu'on dit là c'est un peu pour... ça va dépendre de ta morphologie, ta physiologie, tout ça. Mais disons, 3 choses que tu peux faire après un entraînement qui sont bonnes pour toi. Aller au McDo. Aller au McDo. Préférence supplément de mayonnaise. Non, après un entraînement,
Pour la plupart des gens qui ont un mode de vie assez stressant, j'imagine que c'est des gens qui vont écouter aussi ton podcast. Franchement, à la fin de l'entraînement, prendre quelques minutes pour relaxer. Tu vois, genre, tu te poses sur ton dos, tu fermes les yeux et tu respires pendant 3-5 minutes. Surtout si t'as un mode de vie stressant, etc. Je trouve que c'est un truc qui est pas à négliger. Ça aide énormément, en fait. Tu vois, c'est comme si tu enclenchais le moteur quand tu commences l'entraînement et après tu débranches. Mais en fait, les gens débranchent jamais, en fait. Et tu pars et t'enchaînes le premier truc. Et au moment où t'as débranché. Après, pour la plupart des gens, j'invite la plupart des gens à stretcher plus. La plupart des gens ne stretchent pas du tout. Donc, si c'est après l'entraînement, ils peuvent le faire directement après l'entraînement. Si c'est le seul créneau qu'ils ont à disposition. Autrement, à n'importe quel moment de la journée, je pense que ça serait important. On disait l'auto, dans mes premiers épisodes, c'était Christelle, elle est spécialiste en souplesse. Et puis, elle disait qu'après expérience, puis d'avoir discuté, elle disait qu'après, en tout cas, dans son domaine à elle, mais elle faisait aussi du crossfit, l'automassage, que les gens ont tendance à oublier l'automassage, et juste de se poser, et puis de pas avoir tendance à se stretcher. J'en parlais encore avec des danseurs ce week-end, on se disait, nous, dès qu'il y a le mot stretch, on y va comme des tarés, même après un entraînement, alors qu'il faut plutôt se détendre. Et elle disait juste de se masser dans le sens des fibres du muscle, que ça aussi, mais ça revient à ce que tu dis, de prendre un moment pour cool down. Exact. Et juste se calmer. C'est comme ça qu'on appelle d'ailleurs le cool down. Écoute, je fais du fitness, on n'en fait pas, j'ai envie de dire. Dans le jargon. Dans le jargon, mon métier. Non, mais un truc important avec le stretching, justement, c'est que, comme tu l'as dit, toi, en tant que danseuse, on a tendance à aller à l'extrême. Moi, j'utilise toujours l'exemple d'une bande élastique. Tu vois, les gens, quand ils stretchent, ils ont tendance à tirer la bande élastique jusqu'au point où c'est presque à la rupture. C'est ça. Et en fait, non, tant que tu étires, tu sens qu'il y a de la tension, mais que tu arrives à rester dans la position. En fait, quand tu stretches, le plus important, c'est d'accumuler ce qu'on appelle du temps sous tension. OK ? Et donc, tu dois accumuler du temps. Et si tu utilises une position qui est trop intense, bien, tu vas pas pouvoir accumuler du temps. C'est ça, en final. Donc, il y a ce compromis-là à trouver, bien entendu. C'est exactement ce qu'elle disait. Pour les gens qui n'avaient pas écouté, je vous invite à aller écouter ce podcast. C'est le 1 et le 2, l'épisode 1 et l'épisode 2. Elle disait, les gens ont ta tendance, tu veux stretcher, donc tu vas au max, mais en fait, il faut déjà te mettre dans la position. Tu respires, tu sens ton corps. Ensuite, t'inspires, tu vas un peu plus loin. Et ensuite, tu vas par étapes, et c'est vraiment dans la dernière minute où là, tu vas aller à ton maximum et tu relâches. Enfin, ça revient à ce que tu disais, mais... Il faut accumuler du temps. Les stretches de 20 secondes, là, ça non. Allez, c'est bon, j'ai stretché. Littéralement, ça sert à rien. C'est bien si tu le fais d'un point de vue relaxant, t'as tendance ta respiration juste pour relâcher, mais en tout cas, d'un point de vue changement physiologique, ça change rien. OK. Mais je dis, au lieu de faire, tu vois, 20 stretches de 20 secondes, je préférais choisir 2 groupes musculaires que tu tiens. Et je vais tenir les positions. Ça, c'est plus bénéfique pour la plupart des gens. OK. Et puis, est-ce que tu as d'autres choses sur les blessures où tu vois, moi j'ai cette problématique beaucoup, on revient, peut-être que je radote, mais j'ai des blessures, j'ai envie de continuer à aller au sport, mais du coup je suis un peu, pas motivée, ou je sais pas trop ce que je dois faire, je suis un peu perdue dans tout ça. Enfin, qu'est-ce que tu me conseillerais? Moi, je te conseillerais de consulter, tu vois. D'ailleurs, j'ai un créneau maintenant. Alors, on y va. Non, mais dans le sens, pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, ton manque de motivation vient du fait que, justement, tu l'as dit, tu ne sais pas quoi faire. En fait, j'ai peur de plus me blesser. Et comme on disait, j'ai plus 20 piges. Et il faut que je prenne soin de moi. Bien sûr. Donc, je dois aussi voir, par exemple, c'était la semaine passée, je crois. Déborah, tu connais mon emploi du temps comme moi. J'ai tout annulé la danse parce que c'était trop pour moi et je savais plus quoi faire. On n'a plus d'écran. Oui, il y a d'écran. On fera une petite pause. A few moments later. Donc non, on disait... tu sais quoi faire en gros. Ouais, quoi faire, parce que du coup, je suis entre la culpabilité, mais là, j'ai compris maintenant que je devais pas rien faire, mais que je devais essayer de m'économiser. Mais comment gérer ça? Je trouve que c'est difficile quand tu prends de l'âge en plus. C'est là, en fait, il n'y a pas de réponse générique. C'est pour ça que je dis consulte un professionnel qui est compétent, parce que lui, normalement, tu vas chercher à analyser ce que tu peux faire, dans quelles angulations tu peux travailler, etc. Et en gros, c'est ça, c'est trouver dans quelles angulations tu peux travailler. Et la règle d'or, c'est de ne pas travailler dans la douleur. Tu vois, maintenant, je peux pas te dire fais des pompes, parce que peut-être que les pompes pour l'épaule ça te fait mal, mais pour une personne qui a mal à l'épaule, c'est ok de faire des pompes. Donc encore une fois, c'est très individu spécifique, et c'est là où c'est compliqué de donner des réponses génériques. Mais ce que je peux dire, c'est de pas abandonner. Il y a toujours des trucs à faire.
Et la règle facile, si tu peux pas utiliser ton épaule et tu peux continuer à muscler ton bas du corps, travaille sur ton bas du corps, tu vois. Maintenant, il y a mille et une façons de procéder. Il faut penser en groupe musculaire, peut-être un peu plus en isolation, tu vois, et te dire, je vais travailler plutôt sur mes biceps, sur mes triceps. Si j'ai mal à l'épaule et que la position me fait pas mal, je vais travailler sur ça. Il n'y a aucun moment où tu te dis, ou quand est-ce que c'est le moment où vraiment tu te dis, là, il faut un break. Genre, il faut une pause. Il faut jamais de break. Ah, bon, le break. Jamais de break. Non, le break, c'est littéralement pas une bonne solution. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais donner une métaphore très simple. Vas-y. En fait, le corps, quand tu dis, OK, on se repose. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu te blesses, il y a un processus de cicatrisation qui se met en place directement. OK ? Et on pense que ce processus de cicatrisation est suffisant. Tu vois, quand tu as une cicatrice, tu as une couche de peau qui n'est pas aligné de la même façon que le reste de ta peau. On est tous d'accord avec ça, ouais, okay? Oui, bien sûr. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle du tissu cicatriciel. Okay. Maintenant, en fait, c'est un tissu qui n'est pas aligné dans la direction du reste de ta peau. Ça a du sens? Ouais. Maintenant, imagine ça, mais d'un point de vue un peu plus profond à l'interne. C'est exactement la même chose. Donc quand tu te blesses, processus de cicatrisation, en fait, ton corps, il vient mettre du tissu directement. Mais en fait, il met du tissu n'importe comment mal organisé. C'est un peu comme si tu avais, je sais pas, on fait un trou dans le mur, et je viens, au lieu de, tu vois, mastiquer le tout correctement, je prends le truc de plâtre et je le mets parce que... T'es un peu maçon avant. Pas du tout. Alors, m'appelez pas pour ça parce que Kev, il est nul. Mais l'idée, c'est ça. Mais tu vois, je mets et je racle pas. Du coup, c'est moche, en fait. Et c'est, d'un point de vue physiologique, c'est pas fonctionnel. Ce nouveau tissu qui a été mis là de manière, urgente, c'est un tissu qui est moins apte à faire face aux contraintes auquel il peut être exposé en comparaison au tissu avoisinant. Ça a du sens ce que je dis? Oui, ça a du sens parce que alors je me suis pas beaucoup blessée, je touche du bois, ma tête, tout ce que je peux dans la danse, mais j'ai eu une grosse blessure il y a peut-être maintenant 10 ans, je me suis déchiré les 2 ischios à la base, et en fait, ils ont pas compris ce que j'avais parce que j'étais pas... Encore une fois, bien entourée, pour ça aussi que je fais ce podcast, c'est pour essayer d'aider les gens un maximum. Je dis pas que I'm the queen of, mais d'essayer un maximum de pouvoir orienter les gens. Et en fait, j'avais été chez des physios qui me disaient « mais vraiment, je sais pas du tout ce que vous avez ». Et ça a duré 2 ans où personne ne savait ce que j'avais, jusqu'à ce que j'ai été chez Vidimed à Lausanne. Et là, il y a un médecin qui est spécialiste dans la danse, qui s'occupe du Grand Prix de Lausanne. Et il m'a dit « en fait, vous vous êtes déchiré les ischios. Le problème, c'est que ça s'est... » Il y a eu une cicatrisation et il m'avait vraiment montré les fibres et en fait c'était tout comme ça. C'est exactement ça, ça n'a pas dans le sens des fibres. Et en fait du coup j'ai dû faire des ondes à électrochoc pendant 6 mois, toutes les semaines, où en fait il m'expliquait en fait on va vous casser votre muscle parce qu'on va remettre vos fibres droites et après vous allez travailler en musculation de ça pour les remettre. Et le fait de remettre ces fibres droites comme tu as dit, tu peux le faire à travers l'étirement. Ah ok. Voilà. Je veux pas passer tous les secrets non plus. Mais non, je rigole. Voilà. Non, mais je passe, moi, ça me fait plaisir, justement. Non, mais le but, c'est que les gens viennent chez toi aussi. Et en fait, ce que je veux dire, c'est ça. Mon agenda est plein, quasiment. Tu vois, donc je sais même pas. Je fais pas ça dans ça pour se dire que je fais pas ça pour d'un pub. Encore une fois, tout professionnel compétent. D'ailleurs, j'ai plein d'élèves que je pourrais recommander avec grand plaisir. Mais l'idée, c'est ça, c'est de comprendre que le repos, au final, tu laisses juste du tissu mal organisé. Donc toi, tu vas retourner à la salle après, tu vas solliciter ce tissu mal organisé qui est pas prêt, et t'auras mal, ou tu vas te reblesser au même endroit, etc. Tu vois, je vois que Déborah, elle est aussi là. T'es là. C'est ça. Et c'est pour ça que le repos, c'est jamais la solution. Parce qu'en fait, tu dois donner une indication à ton corps pour lui dire « Hey, ce tissu mal organisé, tu dois le réorganiser de la bonne des façons, le plus rapidement possible. » Et en fait, plus tu peux le faire rapidement, mieux c'est. C'est pour ça que dès que tu as une blessure, les gens disent « Ah, je dois m'arrêter pendant 6 mois. » Non, tu dois mobiliser ce que tu peux mobiliser. Le problème, c'est qu'on a du mal à quantifier ce dans quoi on peut bouger. Tu vois, on a dit « Il faut bouger. » Non, il faut bouger de manière organisée. C'est-à-dire que ces angulations-là, tu peux pas les visiter, tu vas travailler dans ça. Mais tout ça, tu vas le visiter complètement. Et éventuellement, tu vas flirter avec ces zones-là. Cette zone-là va se refermer, tu vas flirter petit à petit avec la zone qui était lésée par le passé. Mais tu envoies ce signal à ton corps en disant « Hey, non, c'est dans cette direction-là que j'ai envie que tu viennes mettre le nouveau tissu là. J'ai pas envie que tu jettes le pot de plâtre contre le mur. C'est exactement la même chose. Là, je te fais la métaphore en très simplifié. Mais c'est pour ça que le repos, c'est jamais la solution. Et je le dis, c'est mon plus grand discours depuis des années, avec tout le monde, avec la population athlétique également. Et ça commence à venir maintenant. Mais moi, ça fait 10 ans que je dis ça. Et à l'époque, tous les professionnels du sport me crachaient dessus quand je disais ça. Du sport et de la santé. Ils disaient non, parce qu'on a des protocoles. Et je pense qu'en fait, ces protocoles qui ont été mis en place,
Ce sont des protocoles qui ont été mis en place pour, si tu veux, sauver l'honneur des médecins. Dans le sens où le médecin, il te fait une procédure chirurgicale, ok? Et s'il dit, allez commencer à bouger directement après. Le problème, c'est que toi, si tu sais pas bien l'organiser, ce mouvement, tu vas te blesser. Et tu vas foutre en l'air le travail du médecin et tu vas blâmer le médecin. Donc au final, c'est presque une façon de se protéger. Je vois ce que tu veux dire. En se disant, hey, tu sais quoi, juste bouge pas, ça va aller un peu mieux. Ça va pas être le top. Ça va être 50% mieux que ce que c'est durant la blessure, mais tu vas pas revenir à ton 100%. C'est pas pour rien que la plupart des gens qui ont des blessures reviennent jamais de leur blessure. Ils traînent leurs blessures à vie. Les gens qui ont une opération au genou, qui ont des douleurs au genou et qui traînent ça pour toujours. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Tu veux revenir à un état où tu es encore plus fort qu'avant la blessure. Et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, c'est ça. Et c'est ce qui a fait mon succès aujourd'hui, que je travaille avec des athlètes du haut niveau. C'est que j'ai fait ça avec des athlètes du haut niveau. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu ce bouche à oreille, etc. Mais je crois même que j'ai vu quelqu'un qui t'avait tagué, mais en tout cas un athlète ou quelqu'un qui avait parlé de ça, qui est dans une interview, puis qui dit en tout cas avec Kevin c'était différent avec les autres parce que lui c'est vraiment, enfin il avait mis ça en avant de toi. Exactement. Et c'est ce qui s'était passé. C'est avec cette histoire que j'ai eue avec lui, je l'ai eu avec d'autres joueurs du grand nom, etc. De grande renommée. Et encore une fois, je me tue à le dire, mais vraiment, c'est très important. Ce qui est dangereux, c'est encore une fois de bouger de manière désorganisée. Tu vois, de se dire, ok, non, je vais courir. Non, bien sûr, je peux pas courir si ton pied il est dans le plâtre. Mais est-ce que tu peux bouger un peu ta cheville? Juste, si c'est que ça, tu fais ça. Mais ce que ça, dans 3 jours, il va se transformer en ça. Et dans quelques jours, ça va se transformer en un plus grand mouvement. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est très important de toujours amener du mouvement, sans jamais aller dans la zone douloureuse et en surchargeant progressivement. Quand je dis comme ça a l'air simple. Oui, mais tellement. Ça l'est. Mais ça l'est. C'est simple, mais c'est pas facile à mettre en place si tu connais pas la science derrière. Oui, je pense t'as un peu peur de te refaire mal. Tu sais, il y a la douleur traumatique. Exact. C'est comme ça qu'on appelle. Je connais pas le terme peut-être spécifique en français. Ou des fois, tu t'es blessé à quelque part. Donc, moi, j'avais mal au genou. Puis dès que je remonte les escaliers, en fait, ton cerveau se rappelle de ta blessure. Puis du coup, t'as tendance à... C'est des douleurs fantômes. En fait, la douleur, c'est un mauvais indicateur de manière générale. Enfin, c'est pas le seul indicateur sur lequel on peut se baser. Parce qu'en fait, la douleur, elle est envoyée à notre cerveau, ou c'est notre cerveau qui envoie cette sensation de douleur. On a des récepteurs, si tu veux, qui peuvent être très sensibles suite à une expérience traumatique. Donc la douleur, c'est très complexe. Ça peut aller au-delà de simplement l'aspect structurel des choses. Et en fait, le meilleur moyen de juger si ça va dans la meilleure direction, c'est de juger la fonction de l'articulation en question. Est-ce que j'ai retrouvé une amplitude complète de mouvement? Est-ce que j'arrive à reproduire de la force, etc. Est-ce que mieux que ce que je faisais par le passé, etc. C'est que ça va dans la bonne direction. Donc la fonction s'améliore. Ça, c'est très important. Et en améliorant ça de manière générale, eh bien, tu vas désensibiliser ces récepteurs de la douleur. Et c'est ça qui est vicieux, en fait. C'est que quand tu bouges, au tout début, eh bien, t'as mal. Ça active ces sensations de douleur. Mais le seul moyen de se débarrasser de cette sensation de douleur, c'est éventuellement de bouger. Mais tu dois le faire de manière très subtile. Où c'est juste assez pour ne pas brusquer cette sensation douloureuse. Ça a du sens ce que je dis? Ce que tu fais, on en revient à ce qu'on disait dans le premier épisode, savoir pourquoi tu fais les choses. C'est ça. Et tu dois désensibiliser le tout. De la même façon que, je sais pas, quelqu'un a peur de monter dans un ascenseur. Parce qu'elle est claustrophobe. Tu vas pas aller directement dans l'ascenseur pour combattre sa peur. Tu vas dire, ok, tu sais quoi, on va se rapprocher de l'ascenseur. Non, mais c'est ça. Ok, et une semaine après, on va aller proche de l'ascenseur et on va appuyer sur le bouton. Tu vois? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que tu désensibilises justement tu te détaches de cette peur-là. Ça a du sens ce que je dis? Oui, bien sûr. C'est exactement la même chose en fait. C'est savoir appliquer le bon dosage au bon moment. Mais ce que je peux garantir, c'est que le repos, c'est pas la solution. Voilà. Bam. Non mais c'était hyper intéressant et j'ai appris plein de choses. Enfin, encore une fois, le Boost Club, ça vient de justement te donner des petites impulsions comme ça pour réfléchir. En tout cas, mon entraînement de fitness va être au top. Non mais je rigole, mais tout ce que tu as dit sur le repos et tout ça, je t'ai dit, ce 2e épisode, ça me parle parce que je suis dans cette situation. Donc du coup, merci pour ça. Ça fait plaisir et ça fait partie du game. On a des blessures, on fait face à ça. Maintenant, il faut savoir s'adapter. Et comme je dis, je pense que vraiment, c'est un bon investissement de considérer l'aide d'un professionnel compétent. Encore une fois, c'est pas pour moi que je dis ça, je dis vraiment pour les gens, parce que je sais que
on peut pas tout apprendre, tu vois. Moi, je vais dans ton domaine, je peux pas savoir tout ce qu'il y a à savoir. Et je pense que les gens considèrent pas encore notre métier comme quelque chose de... et c'est la faute de beaucoup de professionnels aussi du milieu, mais comme quelque chose de valable quelque part, tu vois. On se dit, il y a vraiment un truc à faire. Ouais. Mais on peut aider. On peut aider, c'est un métier sérieux, c'est un métier qui améliore le bien-être général des gens, ce qui inclut cet aspect douleur, entre autres, c'est très complexe bien entendu, mais voilà, si on sait faire des choses progressivement, correctement, spécifiquement, eh bien on peut aider énormément de personnes. Voilà, donc c'est pas... En fait, le message, c'est que le fitness, c'est pas que le côté esthétique, tu vois. Ouais. Ça va bien au-delà de ça. Non, moi, je vois ça comme ça. Enfin, je le fais pas du tout par esthétisme. Ouais. Je le fais parce que c'est dans le but de me construire et de me renforcer. Ouais. Donc, c'est dans cette thématique que je voulais faire l'épisode. Ouais. Dans cette voie-là, pardon. Mais... parfait. Top. Déjà qu'on boit... D'ailleurs, le petit quiz du jour, quelles étaient nos boissons? Si vous trouvez, la boisson nous sponsorise. Non, on va essayer ça. Si c'est faisable, ça serait bien. Parce que moi, j'aime bien. Moi aussi. aussi. Si vous nous écoutez, les amis. On vous taguera dans ce petit extrait. On adore vos boissons. Envoyez le contrat. Même pour l'instant, des échantillons, des grands formats plutôt. Pas que familier, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas mal ça. Mais merci beaucoup. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter par rapport à ça? Rien à rajouter. Merci encore pour l'invitation. Merci à toi. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite de votre podcast. Merci. Ça va prendre. On va booster ça. Ouais, c'est le mot que tout le monde utilise. Ah ouais? En fait, je sais pas si... Non, pas ça. Mais je dis... je sais pas si c'est un terme que les gens utilisent, mais en tout cas, quand je fais des interviews, tous les intervenants, au moins une ou deux fois dans l'épisode, ils utilisent le mot boost. Et je me dis, je pense qu'il est tellement à côté de nous, là, que du coup, ça rend dans le cerveau. C'est un terme que j'utilise, c'est cool. Mais est-ce que tu peux, du coup, redonner vraiment tous tes contacts? Je mettrai tout en description, bien entendu, à chaque fois dans l'Instagram, vous pourrez tout retrouver dans le contenu que je fais. Pendant la semaine, je poste tous les dimanches, enfin un dimanche sur deux, pardon, pas encore tous les dimanches, on se calme. Bientôt. Bientôt peut-être. D'ailleurs, si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire. J'aurai peut-être des cernes comme ça, mais je le ferai avec le plus grand des plaisirs. Je mettrai tout ce qui se passe dans ton actualité aussi pendant le mois à venir. Parce que ça sort vraiment tout bientôt, du coup, pour le coup. Ouais, donc vas-y, je te laisse la parole. Alors, ma plateforme principale, c'est Instagram, @kswiss _fit FIT. YouTube, Kevin Ferra. J'ai encore mon podcast qui s'appelle le K-Swiss Show. Oui. Le K-Swiss Show qui sort tous les jeudis. On va augmenter la fréquence, parfois un épisode de lundi également. Oh wow. Et le programme, c'est sur le... J'ai différents programmes et différentes formations. Des formations dédiées pour les professionnels du sport et de la santé. Principalement, mon programme Mentorship, c'est un programme sous forme de mentorat. Je partage vraiment toutes mes connaissances. Une formation qui dure 6 mois. Et j'ai ensuite tous les programmes pour les enthousiastes fitness. Donc, pour ceux qui veulent justement avoir une programmation qui est faite pour eux, j'ai une catégorie de programme qui s'appelle Hybride. Hybride starter pour les débutants qui veulent commencer, hybride physique pour ceux qui veulent développer le côté esthétique, hybride strong pour ceux qui veulent développer leur force. Je crois que c'est pour moi ça. Voilà, il y a plein de thèmes différents en fait. Ouais. L'idée c'est d'avoir une espèce de continuum pour justement continuer à se développer sans cesse. Et puis après j'ai des programmes articulaires également, donc la catégorie bulletproof. Donc ça c'est vraiment mon dada, ma spécialité. Donc j'ai épaule bulletproof, genou bulletproof, qui d'ailleurs a été fait en collaboration avec Johan Joro, un des athlètes que j'ai aidé. Et c'est pour ça qu'on s'est dit on a trop de succès avec son genou, on va partager le programme. Et voilà, on joue bulletproof, etc. Et plusieurs programmes qui vont continuer par la suite. Trop bien. Merci beaucoup pour ton temps, merci pour ta confiance. Et puis j'invite tout le monde à justement aller vous abonner à ce qu'il fait, aller écouter ce qu'il fait, soutenez aussi le Boost Club pour que je puisse inviter d'autres personnes comme ça pour nous aider et puis avancer. Encore une fois, le but, c'est de pouvoir créer une communauté où on s'entraide, où on prend soin de notre condition physique, aussi de notre santé mentale pour pouvoir continuer à non seulement faire du sport et performer dans ce qu'on a envie, mais aussi juste d'être en vie, d'être bien le plus longtemps possible. Donc merci à toi, merci à Déborah qui est toujours là et qui filme. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou je ne sais pas quoi. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! Peace.